Donc aujourd'hui, nous allons traiter le thème de l'entrepreneuriat. Oui. Oui, alors qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet? Quoi vous dire? La première fois que j'ai participé ou j'ai pris part à la semaine de l'entrepreneuriat, c'était en 2011. J'ai été Mhm. invité, euh, j'étais invité par Ahmed Lahari sur Canal Algérie D'accord, et je devais intervenir en tant qu'expert dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et de moi à vous, il n'y a pas d'expert en entrepreneuriat, on le verra par la suite. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de règles, alors qu'on croit que pour créer une entreprise, il faut certaines règles, il faut un listing d'actions et d'accord. vérifier chaque action pour pouvoir trouver le moyen de créer sa boîte. C'est pas du tout ça. Bon, voilà. Chaque année, l'Algérie, comme pas mal de pays dans le monde, célèbre la journée de l'entrepreneuriat. Oui, Et cette journée-là, c'est dernièrement qu'on s'est rendu compte. D'ailleurs, il y a pas mal de recherches, oui, enfin de chercheurs qui se sont posé la question pourquoi maintenant parle-t-on beaucoup de l'entrepreneuriat? Pourquoi pas avant? Et en réalité, c'est le fait que l'évolution de l'économie mondiale, surtout avec la venue du digital et de la numérisation, et puis aussi, c'est surtout la faillite des politiques économiques à travers le monde qui ont fait que les jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a l'impression que être entrepreneur, c'est d'abord être jeune. C'est archi faux. Moi, personnellement, je connais, alors j'ai deux vieux, j'ai vraiment deux vieux. Il y en a un à 82, qui a 82 ans et qui a l'intention de créer carrément une start-up, pas uniquement une petite entreprise, mais une start-up. On verra par la suite quelle est la différence entre start-up et entreprise. Et j'ai une autre dame qui veut se lancer, elle est retraitée, qui veut se lancer dans le domaine de l'écologie. Donc, et puis il y a une étude qui a été faite dernièrement, je crois que c'était à Harvard en 2017. Ils ont pris un très gros échantillon d'entrepreneurs, ils ont pris leur âge, et l'âge moyen des entrepreneurs start-up est de 45 ans. ah, Donc, d'accord. il y a certaines prédispositions, il y a certaines fausses idées qu'on se met. Le fait que, d'abord, une start-up, c'est des jeunes, c'est vrai et c'est faux en même temps. Parce qu'en réalité, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'âge. On peut entreprendre à n'importe quel âge. On peut même faire une carrière, partir en retraite et puis penser à entreprendre parce que justement, le terme entreprendre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est commencer quelque chose. C'est uniquement ça. Tout simplement, c'est ça. C'est commencer quelque chose. Maintenant, cette chose-là, ce quelque chose-là, vous avez le choix. Ou il peut vous faire rentrer de l'argent, ou alors vous faites sous la forme euh, d'actions nobles au niveau de votre communauté, par exemple une association et tout. Et toujours est-il, c'est de l'entrepreneuriat. Voilà. Et après, vous avez différentes formes d'entrepreneuriat. Vous avez l'entrepreneuriat qui est économique, qui a ses conditions et qui a son propre environnement. Et vous avez l'économie circulaire. Il y a beaucoup de monde qui se lance dans l'économie circulaire parce que au fond d'eux-mêmes, ils voudraient faire du bien autour d'eux. Mais économiquement parlant, c'est très, très rare. Sinon, ça n'existe pas de voir un jour une entreprise dans le domaine du circulaire réussir. Voilà, c'est des constatations, ce n'est pas des déductions, c'est des constatations d'études faites. Hein. Voilà, Et c'est quoi j'espère que j'ai exactement fait le tour de votre question. Pardon? d'accord. C'est quoi exactement l'économie circulaire? Vous avez parlé d'économie circulaire. Alors, c'est une économie qui se base essentiellement sur l'action collective. Voilà. D'accord. Il y a pas mal de politiques, il y a pas mal de politiques au niveau communautaire. Hein. Je parle de communauté, je ne parle pas de politique d'un point de vue État. Il y a des communautés qui décident de faire du bien autour d'eux. Et là, ils se décident à lancer une entreprise communautaire qui va régler des problèmes au niveau de leur communauté D'accord. dans une logique de rentabilité.
très d'argent, mais pour la communauté. Là, c'est circulaire. Il y en a d'autres qui disent que tout ce qui est circulaire, il a trait à tout ce qui est écologique, tout ce qui est... Mais en réalité, c'est socio-écologique. Généralement, ce qu'on trouve. Hein. D'accord. Socio-écologique. D'accord, donc nous avons... oui. Donc nous avons quelques questions que les personnes ici présentes vous ont posées préalablement. Donc, parmi ces questions... Je voudrais juste... oui. Je voudrais juste faire une petite précision. Oui. Vous prenez de moi et je prendrai de vous. Il y a sûrement des choses que je vais apprendre de votre part. Je parle de l'assistance. Oui. Et de vous, bien sûr. Voilà. Donc, je ne suis pas le donneur de leçons. Je ne voudrais pas avoir cette position-là. Oui. Oui, bien sûr. Allez-y, madame. D'accord. Donc, une personne vous a posé la question, donc, quelles sont les étapes d'un business plan? Ou bien, qu'est-ce qu'un business plan? Alors, généralement, quand on entreprend de faire quelque chose, on prend un bout de papier et on commence à mettre sur du blanc, à écrire les priorités pour pouvoir arriver à une finalité. Ça peut s'appeler un business plan. C'est un plan dans lequel vous mettez votre démarche pour pouvoir arriver à votre objectif. Maintenant, à un certain moment, ce business plan devient beaucoup plus d'un point de vue rentabilité. Est-ce que le temps que je consacre pour cette idée-là, est-ce que le temps que je consacre pour cette fonction-là, est-ce que je vais être gagnant, c'est-à-dire je vais engranger de l'argent? Si j'engrange de l'argent, combien il faudrait que je mette pour pouvoir en retour avoir de l'argent avec un bénéfice? Et ça s'appelle un business plan. D'accord? Mais l'idée centrale de toute entreprise, ce n'est pas parce qu'il faudrait que je vous explique quelque chose. Entreprendre, c'est la décision que l'on prend pour pouvoir créer une entreprise, par exemple. Créer une entreprise, c'est dans la continuité de entreprendre. Donc, vous prenez la décision de créer une entreprise. Mais alors, selon les raisons et les causes qui vous ont poussé à créer cette entreprise, vous allez, oui ou non, réussir. Alors, vous avez des gens qui, depuis leur jeune âge, voudraient travailler pour leur compte. D'accord? Oui. Vous en avez d'autres parce qu'ils n'ont pas trouvé d'insertion économique ou sociale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé un emploi et qui sont obligés de gagner de l'argent, ils prennent en dernier recours la décision d'aller créer une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens sur Terre, et depuis que l'humanité existe, il y a des gens qui sont faits pour certaines choses, il y en a d'autres qui n'en sont pas faits pour. Alors, j'ai une petite anecdote. Une fois, Mozart, Amadeus Wolfgang Mozart, جالي واحد lui a demandé قال له Herr Mozart, parce que c'est des Allemands, Herr Mozart, comment vous avez fait pour écrire, plutôt Gallo, comment je peux écrire une symphonie? Il lui répond, je ne sais pas quel est le chemin. C'est exactement la question. C'est une réponse à la personne qui vous a posé cette question. Allô, je ne sais pas comment on peut faire une symphonie. Je sais seulement une chose, qu'une symphonie, c'est très complexe. Il faudrait peut-être partir sur quelque chose de simple, une ballade, une sonate, et puis, vous allez au fur et à mesure complexifier la chose jusqu'au jour où vous allez arriver par faire une symphonie. Il lui a dit, oui, mais vous, vous avez écrit une symphonie, vous n'aviez que 6 ans. Alors Amadeus, oui, mais moi, je n'ai demandé à personne. Parce qu'il savait
Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont faits pour entrepreneurs. Il y en a d'autres, on ne sait pas. Il y en a qui sont faits, il y en a qui peuvent l'apprendre, mais on ne sait pas. On sait pas. Est-ce que l'entrepreneuriat s'apprend? Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et ça fait 20 ans que je m'occupe de l'entrepreneuriat. Ça fait 20 ans, je n'ai pas trouvé de réponse parce que c'est au cas par cas. Voilà, donc D'accord. j'espère que j'ai répondu à la personne. Oui. Donc vous pensez que tout commence par une idée, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Il faut commencer par, est-ce qu'on est, écoutez, vous prenez un joueur de foot. Oui. Ce joueur de foot ne peut être un très bon joueur de foot que si, depuis son jeune âge, il adore le foot. Et il a toutes les chances pour devenir un grand joueur. Je ne dis pas qu'il va devenir un grand joueur, il a toutes les chances pour devenir un grand joueur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il a dans son corps, il a dans son esprit. Il mange foot, il respire foot, il réfléchit foot. Maintenant, il y en a d'autres qui sont faits peut-être pour être juste salariés. C'est pour ça que la bêtise qui a été faite il y a quelques années, où on disait aux gens, dans certains dispositifs que je ne citerai pas, il disait, vous n'avez pas trouvé votre emploi, créez-le vous-même. C'est un suicide. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont faits pour être salariés. Il y en a d'autres qui sont faits pour travailler à leur compte. Ils aiment gérer leurs propres affaires. Maintenant, dans cette catégorie-là, tu as ceux qui voudraient gérer leurs affaires. Il y en a qui sont faits pour, il y en a qui doivent apprendre. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Alors, pour créer une entreprise, il faut vouloir entreprendre. Vous voulez devenir chanteur, vous ne pouvez pas chanter juste parce que ça ramène de l'argent. Pour chanter, il faut aimer chanter. C'est la même chose. C'est un métier comme n'importe quel métier. Et donc, avant d'avoir l'idée, il faut d'abord savoir est-ce qu'on est fait pour être entrepreneur ou pas. Et là, il y a des éléments, il y a des manières de savoir. Je voulais, juste avant le début, je voulais demander à l'assistance si elle pouvait avoir juste un bout de papier. Parce que quand on vient à la pépinière ou l'incubateur, j'ai un petit test. J'ai un petit test que je fais qui démontre quel est l'état de la personne. Et ça part sur ça. D'accord. Donc, si parmi l'assistance, il y a des gens qui ont juste un bout de papier à côté d'eux et un stylo, dans quelques minutes, je vais vous faire, c'est un exercice qui ne demande que 5 secondes. D'accord. 5 secondes et je pèse mes mots. Voilà, donc, bien, oui. Pour créer une entreprise, avoir une idée. Vous créez une entreprise juste parce que vous avez une idée, c'est au contraire une très, très, très mauvaise chose. Ça, c'est l'expérience qui me l'a appris. On ne crée pas une entreprise parce qu'on a une idée. N'attendez qu'un exemple. Oui. Vous savez faire la meilleure omelette qui puisse exister sur Terre. Tout le monde vous dit votre omelette est très bonne. Vous décidez pour ça d'ouvrir un restaurant. Est-ce que vous croyez que vous allez avoir un restaurant? Non. Pour ouvrir un restaurant, il faut apprendre à cuisiner. Là, oui. Donc, le fait d'avoir juste une idée ne suffit pas. Il faut être il faut vêtir la fonction d'entrepreneur. Pas mal de gens ne l'ont pas. Il y en a qui veulent, avec la volonté, il y en a quand ils veulent, ils arrivent à devenir entrepreneurs. Il y en a la ghalb, mais encore une fois. Il y en a, c'est bon, sur un claquement de doigts, c'est un entrepreneur, on dirait qu'il a fait toute sa vie. Pourquoi? Parce que quand vous créez votre entreprise, vous allez avoir des situations qui vont se succéder à une vitesse inimaginable où vous devez prendre des décisions et chaque décision, elle pourrait vous tuer, c'est-à-dire tuer votre entreprise. Et là, il y a des gens qui savent partir à gauche ou à droite. Il n'y a pas à partir, prendre le chemin au milieu et continuer. Non. Vous allez avoir des situations ou prendre à gauche ou prendre à droite. Et à chaque fois, il faudrait que vous ayez le bon instinct. Voilà, c'est ce qui rend la difficulté de l'entrepreneuriat. Mais attention,
dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le trajet. Avec le trajet, quand vous avez créé une fois votre entreprise, ça devient, vous devenez addict. Moi, j'en ai créé 4 et je vous jure qu'à chaque fois que j'arrive, dans chaque étape, on dirait c'est une dose d'adrénaline qui vient et vous vous sentez complètement libéré et vous vous sentez bien. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez des serial entrepreneurs. Vous avez des gens qui créent une entreprise, ils la réussissent, ils la vendent, juste pour aller recréer une autre nouvelle, pour la revendre, et ainsi de suite. Ils ne vivent que dans la création. Vous devenez addict. Voilà, donc quand il faut D'accord. m'arrêter, vous me le dites, il n'y a pas de problème. Non, nous apprenons de vous. Donc voilà. Vous avez parlé tout à l'heure Et il faudrait bien que moi j'apprenne de vous. Hein. oui. Donc vous avez parlé tout à l'heure de la différence entre start-up et entreprise. Oui. Oui. Donc quelle est la Alors, différence? Oui. pour, pour, alors, pour vous dire, euh, moi, je suis un agro-hydraulicien. Donc, ça fait 29 ans. J'ai fait agronomie, spécialité hydraulique. Donc, je suis pas très loin du génie civil. Hein. Moi, Oui, c'est un c'est petit peu vrai. l'hydraulique, la petite hydraulique, alors qu'il y a la grande hydraulique. Voilà. Et en 98, j'avais postulé pour un poste à l'ANSEJ en 98 parce qu'ils avaient besoin d'un agronome qui puisse leur proposer des idées de projets dans le domaine de l'agriculture et dans les industries agroalimentaires. Point, c'est tout. En 6 mois, j'ai élaboré quelques 200 idées. Ce sont des idées, ce sont des intitulés. Certaines avec des fiches techniques, tout ce qui s'ensuit. Par la suite, j'ai gravi des échelons. Je suis resté 5 ans à l'ANSEJ. Je ne connaissais rien de l'entreprise, à part le fait qu'une entreprise, c'est un registre de commerce. C'est tout ce que je savais, comme tout le monde. C'est quoi une entreprise? C'est un registre de commerce et les impôts et avoir un local et faire quelque chose, mais c'est surtout vendre et acheter. Oui. Voilà, ça s'est limité à ça. Après, par la suite, quand j'ai fait mes 5 ans, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. J'ai créé ma première en 2003, ma seconde en 2005, ma troisième en 2007 et ma quatrième en 2013. J'ai créé 2 startups potentielles. Ce n'étaient pas des startups, encore une fois. Alors, la première, c'était en 2004. C'est une idée que j'ai ramenée d'un voyage que j'avais parce que j'étais dans la recherche-développement à l'ANSEJ et on m'avait envoyé pour aller voir en France Batimat, justement, dans le domaine du génie civil. Tiens, la coïncidence. Quand j'ai été à Batimat et que j'ai fait le tour du salon, je suis venu avec une idée de faire une plateforme sur Internet qui rassemble tous les métiers par secteur d'activité. C'est-à-dire toutes les idées de projet, toutes les idées de projet par secteur d'activité. Et chaque idée, elle est commentée et je fais sortir l'intérêt. Et quel était le moyen pour moi pour gagner de l'argent? C'est le fait que je vais chez les industriels, les fabricants et les fournisseurs d'équipements. Pour chaque idée qui leur correspond, je mets leur équipement et leur adresse. Et c'était une insertion publicitaire qui ne coûtait rien du tout. C'était, je vous rappelle, en 2004, كنا مازال ب 56K في Internet. Oui. Et la deuxième startup, je l'ai créée en 2013. C'était une startup potentielle encore. Hein. C'est une jeune pousse, une entreprise innovante, vous l'appelez, mais pas startup. C'est une startup qui pouvait devenir startup. C'est une jeune pousse qui pouvait devenir. Et je vais vous donner la différence. D'accord. Elle faisait, c'était des tableaux végétaux. Donc vous avez de vraies plantes dans un tableau. Dans un tableau, sans terre, juste avec de l'eau. Et ça fonctionne comme un aquarium. J'ai été le premier ici en Algérie à le proposer. Et d'ailleurs, j'ai fait un tableau, je me rappelle, j'avais fait un tableau végétal pour Sonatrach lors du salon sur l'environnement à Oran pendant 5 jours. Ah, d'accord. Et sous forme de location. Voilà. Alors, quand j'ai terminé, bon, j'ai vu 2013, Jidar Nabati, l'entreprise, je l'ai appelé Jidar Nabati. J'ai commencé à postuler, à faire des offres à toutes les entreprises. À toutes les entreprises. Dans le cas où elles participent à des salons, c'est moi qui leur aménage le stand. J'avais pris 7 niches.
cette niche بدات. Et donc j'avais pas mal de propositions. Bon, 2014 دخل monsieur Sellal هذاك الوقت قال لك تقشف. Toutes les entreprises se sont retirées des événements professionnels. Et donc, je me suis retrouvé sans cahier de charge, donc sans marché, en chômage technique. J'ai dû arrêter parce que je n'avais pas trop d'entrée d'argent et donc je ne pouvais pas faire face aux dépenses. J'ai arrêté et j'ai repris ma lancège. Une semaine après, j'ai repris ma lancège. بعد سمعوا بيا في ministère de l'Industrie. On a fait appel à moi, je suis parti de la DGPME. La DGPME, je me suis décidé de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une start-up, réellement qu'est-ce que c'est. Alors, une start-up, c'est quoi? C'est un cas particulier d'une entreprise. D'accord. C'est un cas particulier d'une entreprise. Mais elle réside dans quoi cette particularité? Une entreprise, c'est une organisation sociale. عباد ويكريو une entreprise ولا إنسان واحد يكريو une entreprise. Il n'y a pas d'entreprise sans être humain. Donc, vous êtes un ou plusieurs personnes, vous vous assemblez autour d'un projet, vous créez une entreprise. Donc, une entreprise, c'est une association ou là, c'est un regroupement de personnes autour d'une idée, mais elle a deux qualités. Elle doit être rentable. Elle doit être rentable. C'est bien pour payer les loyers, pour payer Khdam et ainsi de suite. Et répétable. Répétable, ça veut dire que j'ai une entreprise ici à Alger, je peux la créer à Gherdaya, je peux la créer à Intimouchen, je peux la créer à Tamanrasset, et ainsi de suite. Ça, c'est la définition d'une entreprise. C'est un regroupement social qui, dans l'objectif, est d'être rentable et répétable. Maintenant, une start-up, c'est quoi? Alors, une start-up, c'est quoi? Une start-up, c'est un regroupement social de personnes dont la finalité est d'être rentable, répétable, donc on est comme à l'entreprise, mais un troisième critère, scalable. Scalable est un terme anglais pour lequel on n'a pas de qualificatif en français. Il y a des termes comme ça, il y a des langues qui n'arrivent pas, parce qu'elles sont en retard, qui n'arrivent pas à développer leur langage. Donc, scalable, c'est quoi? C'est en réalité, si on devait lui donner un qualificatif ou un équivalent français, c'est rendement croissant d'échelle. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client N plus 1, le client N plus 1 va vous coûter, pour le produit qu'il va acheter de chez vous, va vous coûter moins cher que le client N. Et on a cette condition que dans une seule situation. C'est que entre le client N plus 1 et le client N, le temps T est presque égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une start-up doit avoir une croissance exponentielle. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, une différence entre une entreprise et une start-up, ce n'est ni l'innovation, ni l'âge des entrepreneurs, ni l'utilisation des NTIC. C'est pas du tout ça. Une start-up, c'est le fait que vous avez une croissance tellement rapide en un laps de temps tellement petit que ça devient une exponentielle. Et vous pouvez voir entre E puissance 1 et E puissance 100 dans votre calculette. Quand vous mettez E puissance 100, votre calculatrice vous marque erreur. Pourquoi erreur? Parce qu'il y a tellement de chiffres avant la virgule que même pour la calculette, il n'est pas possible d'afficher le résultat. Et c'est ça. Quand je dis, et voilà, par exemple, l'Arabia, on dit مؤسسة ناشئة هي start-up. C'est faux. Une start-up, l'Arabia, c'est مؤسسة ذات نمو مبهر ou la SI, tout ce que vous voulez, mais pas ناشئة. ناشئة, c'est en création, c'est jeune pousse, mais c'est pas du tout start-up. Donc, il faut comprendre, d'abord, que la start-up, c'est un mindset. C'est une manière de réfléchir que pour le moment, il n'y a que les Américains qui l'ont parce que c'est dans leur culture.
Nous, D'accord. pour qu'on ait des startups, c'est pas possible, hein. C'est-à-dire, c'est pas impossible qu'on n'ait pas des startups. Mais on aura des startups le jour où on aura compris la culture américaine, et qu'on l'a adoptée à notre manière. Là, à ce moment à partir de ce jour-là, on va avoir des startups. Mais sinon, on a des entreprises innovantes, on a des jeunes pousses, on a des TPE, on a des micro-entreprises, on a des moyennes entreprises et on a des petites entreprises. On a tout ça. Mais startup, pas encore. Pour les raisons que j'ai évoquées. D'accord. Voilà. D'accord, donc ça a été très clair. Et donc, oui. Donc, on continue avec les questions, si vous voulez. مرحبا. D'accord. Donc, alors, la prochaine question dit quelles sont les sources auxquelles on peut se fier pour avoir des réponses à nos questions dans le domaine de l'industrie agroalimentaire et le biocosmétique. Donc, voilà. Alors, en vérité, vous avez une arme aujourd'hui. Moi, je fais partie de la génération de transition. Moi, j'ai connu les exposés dans les bibliothèques et j'ai connu aussi, j'ai assisté au début d'Internet. J'ai commencé à toucher Internet, c'est en 99-98. Oui. Donc, c'était. Et en 2004, quand j'ai créé ma plateforme muqawalati.net, quand j'ai créé ma plateforme en 2004, j'ai voulu mettre en relation des porteurs d'idées, des gens qui cherchent des idées, avec des fournisseurs d'équipements et pourquoi pas des investisseurs qui peuvent être intéressés par l'idée du jeune pour pouvoir y mettre de l'argent et contribuer à son aventure. Contribuer, je veux dire. Mais chez l'aider, c'est contribuer. Et, à un certain moment, donc je fournissais en 2013. En 2013, je me suis rendu compte de quelque chose qui a fait que j'arrête directement. Une des raisons, c'était une des raisons pour laquelle j'ai arrêté. Le site muqawalati.net, je l'ai gardé pendant presque 10 ans. Presque 10 ans sur Internet. Euh, et, euh, et le jour où je l'ai arrêté, c'était une des raisons pour lesquelles je m'étais rendu compte que Internet offrait en réalité une arme à double tranchant. Vous pouvez aussi bien gagner de l'argent que y trouver votre manière disons, de gagner ou de perdre de l'argent. Je m'explique. Je peux naviguer et me retrouver dans un site à New Delhi. Avec le site qui présente une nouvelle entreprise qui vient de naître. Je ne comprends pas l'idée de l'entreprise ADIA. Je me prends 3-4 jours à essayer de comprendre ce que cette entreprise fait. C'est une idée nouvelle. Alors, remarquez que New Delhi, c'est à peu près 9000 km d'Alger, de là où je suis. Il me faut à peu près 3-4 jours, 5 jours pour comprendre ce que fait l'entreprise ADIA à New Delhi, d'adapter l'idée Tao, l'Andi, et de la créer ici, chez moi, en Algérie, et je vais être le premier ici en Algérie à le faire. Donc, je m'étais dit, si Internet me permet de trouver une idée qui n'existe nulle part ailleurs, d'apprendre son process, de l'adapter, de l'adopter et de la créer en Algérie, le site Ta'i Muqawalati n'avait plus lieu d'être. C'était ça l'une des raisons. Donc, les sources pour aller chercher n'importe quelle idée, vous avez tout sur Internet. Vous avez tout. Après, vous avez fait des études, là, Ibarak. Vous êtes arrivé quand on était jeune, au primaire, au moyen. On nous disait que pour chaque problème, il y avait une et une seule solution. Puis par la suite, quand on est arrivé en terminale, on a découvert les fonctions et tout ce qui s'ensuit, on a commencé à nous dire, non, en fin de compte, il peut y avoir plusieurs solutions. Et on va voir la mine et la max et choisir l'optimal. Et donc, on a continué à apprendre à résoudre des problèmes de cette manière-là jusqu'à l'obtention du diplôme. Et la vie, elle est comme ça. Donc, quand vous avez un problème, vous prenez toutes les solutions qui vous se présentent à vous et vous en choisissez l'optimal. Vous en choisissez l'optimal.
Pourquoi je dis ça? Parce que la véritable, surtout en Algérie, la véritable donnée, donc ce qui concerne l'industrie agroalimentaire et tout ce que vous voulez, elle est très difficile à avoir, tout simplement pour une simple raison. Elle est très difficile à avoir. C'est pas que les gens l'ont et ils ne veulent pas la donner, c'est que carrément ils ne font pas. C'est pas très rare, mais on n'est pas branché, trop branché. Calcul et on n'est pas trop branché données pour faire des analyses. C'est une tare qu'on a. C'est une tare qu'on a. J'en sais quelque chose parce que j'ai été confronté à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je peux aller, par exemple, à l'université via Internet, à l'université de Montpellier, par exemple, qui traite beaucoup de thèses dans le domaine de l'industrie agroalimentaire et notamment agricole, dans laquelle vous allez trouver beaucoup de postulants algériens qui, pour un doctorat ou un master dans le domaine des IA, vous allez peut-être trouver de la donnée qui va vous servir et qui est actualisée. Maintenant, vous pouvez aussi faire quelque chose, autre chose plutôt, prendre une série de données, celles qui existent, et faire une homogénéisation ou là faire une projection. Et là, vous tombez sur, normalement, ça devrait tourner autour de ça. Quand il y a une troisième voie, vous allez sur Google, monsieur Google, et vous tapez Google Public Data. Google Public Data. Et vous allez trouver pas mal de données que rassemble Google de différentes sources, de la Banque mondiale, de l'OCDE, de la BAD, la Banque africaine de développement, par pays, de l'Algérie même, de la Tunisie et du Maroc, dans des domaines très, très variés. Ça peut aller du transport au chômage et à l'emploi, en passant par l'entrepreneuriat. D'ailleurs, tiens, en 2013, j'avais fait une étude, je m'étais dit, pourquoi en Algérie, l'entrepreneuriat ne réussit pas? Nous avons des gens qui veulent entreprendre, mais au fond, ça ne donne rien. Il y a très peu qui réussissent. Par exemple, Anna, je ne sais pas si vous connaissez le vinaigre Casbah. Moi, j'ai eu affaire à elle, c'est-à-dire quand j'étais à l'enseigne, quand vinaigre Casbah, donc j'ai vu comment cette personne-là qui a fait chimie industrielle, qui a eu beaucoup de problèmes, mais malgré ça, elle a commencé son laboratoire dans un petit trou à Bab el-Oued. Ça a commencé comme ça, sur un petit et ça a fait, maintenant, elle est en train d'exporter. Et donc, en 2013, je me suis demandé, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qui fait que, pourquoi en Algérie, on n'arrive pas à être de bons entrepreneurs? Et en fin de compte, en utilisant le Google Public Data, j'avais fait des recoupements grâce à des études de la Banque mondiale que j'ai retrouvées. J'avais fait des études où j'ai trouvé une vérité vraiment, vraiment crue et difficile à digérer. J'ai trouvé que 8 Algériens sur 10, notez très bien ça, 8 Algériens sur 10, 8 Oui. Algériens sur 10 croient savoir créer une entreprise. Croient savoir créer une entreprise. Et quand on croit savoir quelque chose, on ne demande pas. Donc, on croit savoir, on le fait. Et quand on tombe dans le panneau, il est trop tard. Donc, sur les 8 Hadouma qui croient savoir créer une entreprise, 4 font une tentative de création d'entreprise. Déjà, vous avez la moitié qui laisse tomber l'affaire. Vous en avez 4 qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Sur les 4, il y en a seulement 2 qui arrivent à créer une entreprise. Et sur les 2, on a une qui existe toujours, l'autre, elle a disparu au bout de la première année. Hadil, celle qui a réussi, au bout de 3 ans, on ne sait plus, parce qu'elle est perdue dans la nature, on ne la retrouve pas. Alors, ce n'est pas l'entreprise qui a échoué qui m'importe, mais c'est les 8 qui croient savoir créer une entreprise. Créer une entreprise, ce n'est pas savoir registre commerce, dire déclaration fiscale, dire numéro d'identification fiscale, t'inscrire pour faire une inscription au niveau de la case NOS, sinon vous allez avoir des pénalités. Oui. C'est pas ça. Créer une entreprise, c'est d'abord faire confiance à soi-même. Donc il y a tout un inventaire qu'on fait sur soi-même pour savoir quels sont nos défauts et quels sont nos points positifs. Les points positifs, on les maintient et les défauts, on essaie de les corriger. Et puis en second lieu, quand on décide de créer, on choisit une idée. Parce qu'il n'est pas possible qu'une personne dise « Ah, j'ai une idée. Moi, je peux avoir 15 000 idées par jour.
L'être humain normal peut avoir des centaines d'idées par jour, mais il en choisit une qui l'intéresse. Donc j'en choisis une, et quand j'en choisis une, je fais le tour. Ken, je ne sais pas si vous connaissez, j'aimerais bien qu'au fur et à mesure que je parle, euh, prenez, prenez les noms que je donne comme ça, vérifiez-le sur Internet pour pouvoir savoir est-ce que je vous ai donné la bonne information ou pas. Je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Boileau. Non. Est-ce que quelqu'un connaît Nicolas Boileau? Vous pouvez l'écrire dans la barre Bon, de il n'y a, description. y a que vous qui allez me répondre. Oui. Mais ils peuvent participer. Allez, Ah, alors, j'entends parler de Nicolas lui, Boileau, mais je ne le connais pas exactement ou bien ce qu'il fait. allez. Alors, Nicolas Boileau, c'est un poète du XVIIe siècle. À un certain moment, j'ai voulu comprendre, est-ce que dans l'histoire de l'humanité, on a déjà donné des cours dans l'entrepreneuriat? Et j'ai trouvé 2 cours. Alors, le premier, c'est تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. Allez, ça va. الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. Et tout est dans فليتقنه. فليتقنه. Tout l'entrepreneuriat est dans فليتقنه. Le second cours que j'ai retrouvé, c'est celui de Nicolas Boileau dans un poème qui s'appelle L'art poétique. Alors, qui dit, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Oui. Avant donc d'écrire, apprenez à penser. Avant donc d'écrire, apprenez à penser. Ça veut dire que quand j'ai une idée, je vais essayer de me poser le maximum d'idées autour de cette idée-là. Quelles sont les idées qui la tuent et quelles sont les idées qui la renforcent. Et si les idées qui la renforcent gagnent sur les idées qui la tuent, c'est une bonne idée. En elle-même, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, avant que d'écrire, apprenez à penser. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, quand on a une idée, on ne comprend pas parfaitement ce qu'on doit faire. Et on doit chercher à comprendre quel est le chemin qu'on doit entreprendre. Quand on a trouvé le chemin qu'on doit entreprendre pour arriver à ce qu'on recherche, là, à ce moment-là, on doit trouver les mots pour l'expliquer aux gens. Donc, avant donc d'écrire, à penser. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Quand vous avez devant vous un entrepreneur qui vous explique en un laps de temps très très petit, son idée, où est-ce qu'il veut, l'être humain, le temps d'attention pour vous, il ne vous connaît pas. Il n'a pas d'intérêt pour vous. Donc, vous devez l'accrocher. Vous n'avez que 30 secondes. Le temps d'attention de l'être humain, c'est la nature humaine, elle est comme ça. Le temps d'attention d'un être humain pour que vous lui reteniez l'attention, elle est de 30 secondes. Imaginez que vous devez trouver les bons mots pour expliquer à la personne ce que vous faites et qui l'intéresserait en 30 secondes. Vous voyez ce que vous devez apprendre aussi dans l'entrepreneuriat, c'est savoir comment atteindre mon but et comment trouver les mots pour l'expliquer à qui de droit. D'accord. Elle est là toute la subtilité de la chose. Après, Nicolas Boileau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, hâtez-vous lentement, sans perdre courage. Alors, hâtez-vous lentement, qu'est-ce que ça veut dire? Votre idée, c'est comme un bébé. Quand vous avez un bébé, vous faites des projections. Vous faites des projections à la semaine, pas au mois et pas à l'année. Vous êtes tout petit. Votre bébé, c'est un nouveau-né. Vous le comptez en jours, les premiers jours théoriques. Ce n'est que quand il dépasse la semaine que vous commencez à lui compter la semaine au lieu des jours. Et quand il passe le mois, vous commencez à lui donner l'âge au mois. L'année, là, à ce moment, vous dites qu'il a 1 an, il a 1 an et demi, il a 1 an et 3 mois, et ainsi de suite. Et bien, c'est la même chose que quand vous faites des projections, c'est-à-dire ce que vous devez faire pour votre entreprise, pour que vous, dans la réalisation de votre entreprise, n'allez pas au-delà d'une semaine. N'allez pas au-delà d'une semaine. Regarde, aujourd'hui, je dois faire ça, ça, ça. Demain, je dois faire ça, ça. Dans une semaine, normalement, j'aurai atteint tel stade. Pas plus. Vous arrêtez. Vous ne faites pas de projection supérieure à cela. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc, hâtez-vous lentement. Hâtez-vous lentement. Et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage.
un produit n'est jamais fini. Moi, je reste abasourdi. مرة كنت في البحر قاعد نسمع في الدراري des jeunes قالوا خلاص le projet il est fin prêt, c'est bon, on a fini le produit, c'est bon, on va le mettre en vente. Mais un produit n'est jamais fini. Il faut toujours l'améliorer. C'est pour pouvoir donner quelque chose de plus à votre client, pour pouvoir avoir encore plus de clients. Parce que quand vous faites sortir un produit, c'est un produit, c'est comme, comment on l'appelle, j'ai oublié le terme. Quoi? La halena. Bêta, une version bêta. C'est une bêta pendant longtemps, donc vous devez tout le temps l'améliorer. Elle est là l'astuce. Donc, et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est-à-dire que vous prenez votre service, vous prenez votre produit, vous revoyez tout le circuit, vous essayez d'avoir quelque chose de meilleur à chaque fois. Et c'est ça la quête. C'est pour ça que c'est pénible en même temps et il y a de l'adrénaline parce que ça va vous occuper. Parce que quand vous rendez heureux, un bon entrepreneur, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait un bon produit pour rendre heureux un client qui en a besoin. Ça s'arrête là, ça se résume à ça. Il y a pas mille choses. Il n'y a pas je fais pour être riche, je fais. Pour être riche, allez choisir autre chose. Commerce, vous allez avoir beaucoup plus de gagner de l'argent que d'entreprendre. Parce qu'entreprendre, c'est un autre combat. Il y a de l'argent dedans, mais ce n'est pas de la même manière. Ce n'est pas le même goût. Ce n'est pas le même goût. Voilà. Oui. Donc, et on va continuer. Je vous laisse la parole, j'ai trop parlé, je trouve. Donc, non, vous n'avez pas trop parlé, monsieur. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de création d'entreprise. Vous en avez créé 4 dans 2 startups potentielles. Donc, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc, est-ce que vous avez pu tout gérer en même temps, c'est-à-dire? Ou bien vous avez arrêté les entreprises à un moment, les premières, par exemple? Non. Écoutez, à partir où vous travaillez pour votre compte, à partir du moment où vous travaillez pour votre compte, dans le sens où vous êtes dans une logique, ce qu'on appelle une logique de procrastination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous devez vous organiser. Vous devez vous organiser. Il y a des... regardez par exemple Elon Musk. Elon Musk, combien d'entreprises il est en train de gérer? Il gère SpaceX, les fusées, c'est pas rien. Il gère SolarX, il gère Tesla, il gère SolarCity. Il a 4 boîtes qui pèsent plus de 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, c'est le PIB d'un pays, madame. Je ne sais pas si vous voyez ce que le gars, ce qu'il est en train de faire. Mais le gars, c'est pas des relais qui font tout le travail, lui, il est là qu'à signer. Même si le fait, il doit signer, ça va lui prendre des jours et des jours pour pouvoir signer la paperasse le courrier des 4 entreprises. Donc, tout est question d'organisation à Wahda. Deuxièmement, le développement de l'évolution de chaque entreprise n'est pas le même d'une entreprise à une autre. Il y en a qui demandent du travail rapide, une réponse et une exécution rapide. Il y en a d'autres, c'est un travail de longue haleine où vous avez tout le temps pour pouvoir arriver à telle étape, pour pouvoir passer à l'autre étape. Voilà, donc, mais toujours est-il, je reviens à ce que j'avais dit, dans les 4 entreprises, moi, je me suis arrangé pour avoir 4 entreprises. Je me suis pas mis dans l'embarras pour pouvoir l'entreprise alors que l'autre entreprise va avoir besoin de moi. Non, les choix de l'activité, des activités que j'ai choisies, elles étaient tout à fait indépendantes l'une de l'autre. Elles n'avaient pas la même évolution et surtout, je ne pouvais pas être sur les 2 en même temps. Ça, c'est parfaitement gérable. Voilà. Je ne dis pas que c'est une bonne manière. Ça dépend. Un entrepreneur, c'est d'abord lui-même, sa personne, de quoi il est capable. Il y en a qui sont capables, je prends un projet
Et je fais. Il y en a qui peuvent prendre 2, il y en a qui peuvent prendre 3, il y en a qui peuvent prendre 4, il y en a qui peuvent prendre 5. Il y en a qui commencent par la fin et ça réussit. Ils ne commencent pas par le début, ils commencent par la fin et ça réussit. Pourquoi? Parce que leur personnalité, je vous ai dit, le seul point, le seul dénominateur commun entre un Bill Gates, un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, un Dave McClure, un Peter Thiel, un Ben Horowitz, un Tikhon Bernstein et ainsi de suite, c'est le fait qu'ils ont une personnalité qu'ils connaissent très bien. Romain, déjà, ils la connaissent très bien. C'est le point de départ. C'est votre personnalité. Quand vous allez analyser votre personnalité et que vous allez savoir de quoi vous êtes capable, là, à ce moment-là, vous allez savoir ce que vous allez faire. D'accord. Pourquoi les gens qui ont passé l'Askar, quand ils reviennent de l'Askar, ils vous disent j'ai su ce que je valais. Parce que dans le service national, on vous met dans des situations où vous êtes en confrontation avec un environnement et vous devez prendre des décisions sans que vous ayez toutes les cartes en main. Et au fur et à mesure de vos bonnes décisions et de vos mauvaises décisions, parce que les mauvaises décisions vont devenir de bonnes décisions parce que l'échec va faire que vous allez gagner en expérience. Et l'expérience que vous allez acquérir, c'est le coût que vous avez payé pour l'échec. Attention, tout a un coût. Les Américains ont bien compris, les Anglo-Saxons, disons, ont bien compris la chose. Ben, regardez, fail, F-A-I-L, ça veut dire first attempt into learning. Première tentative dans l'apprentissage. Nous, on n'a pas cette logique. Il faudrait qu'on l'adopte. Ça ne veut pas dire que échec mieux fail, non. Mais il faudrait bien se mettre dans sa tête que on fait des erreurs, mais l'erreur qu'on fait, directement, ça devient une expérience. Donc, on ne retombe pas dedans. D'accord. Voilà. D'accord. Et si, par exemple, on veut créer une entreprise de construction, par exemple, est-il préférable de le faire avec un partenaire ou pas? Ah, d'accord. Est-ce que vous avez un bout de papier à votre niveau? Oui. Je parle à tout le monde. Hein. Comme vous me parlez, donc... Alors, juste un bout de papier. Je vais vous demander... Voilà. Je vais vous demander, en 5 secondes, de me dessiner le maximum de formes. Ne commencez pas. De formes géométriques, c'est-à-dire carré, triangle, rectangle et cercle. Vous avez 5 secondes. Top. 4, 3, 2, 1, 0. Alors, comptez si vous avez fait, comptez les triangles, les rectangles, les carrés et les ronds. Comptez chacune des formes. Leader-toi. Alors, si vous avez fait des carrés, des rectangles et des triangles, un de ces trois, vous avez obtenu le max. Un de ces 3 formes. Vous vous compliquez la vie. Si vous avez fait un maximum de rangs, ça veut dire que vous prenez les choses par leur simplicité. Alors, il est révélateur de quoi ce test? Alors, dans le test, les 5 secondes que j'ai comptées, ont fait que votre organisme, c'est votre subconscient qui a réagi. Parce que vous avez mis toute la carapace externe, vous l'avez mise de côté pendant un laps de temps de 5 secondes. Vous étiez beaucoup plus occupé à faire un maximum de formes géométriques que c'est votre personnalité qui s'est exprimée. Donc, si vous avez un maximum de carrés, ou là de triangles, ou là de rectangles, ça veut dire que vous vous compliquez la vie. Pourquoi? Parce que la plus simple forme géométrique, c'est le rond, c'est le cercle. Parce qu'il est simple, donc on en fait un maximum en un laps de temps beaucoup plus court que si l'on faisait les autres formes. Ça ne veut pas dire que vous êtes beaucoup plus intelligent que les autres. Non, vous vous êtes dit que le plus simple, c'est le zéro. Et qu'est-ce que ça informe? Ça informe, c'est le fait que
Si vous avez pris beaucoup plus de rang, ça veut dire que généralement, votre réflexion sur les choses de la vie, vous les faites simplement. Quand vous prenez une solution, vous prenez la solution la plus simple. Et c'est ça qui est appelé. Quand on crée une entreprise, essayez de la créer le plus simplement possible. Partez sur une petite idée. Ce n'est pas la peine de complexifier la chose. Partez une simple idée. Donc, la dame m'a posé la question si quand je fais un projet et que est-ce que je dois prendre des partenaires. D'abord, de quel projet il s'agit. Quand je prends un projet de construction, est-ce que vous avez les reins assez solides? Parce qu'il y a le fait, est-ce que je suis capable de faire face à tel grand projet? Il faut garder un certain moment, il faut garder la tête entre les épaules. Il y a des choses, avec les moyens du bord qu'on a, on peut les faire. Il y en a d'autres, on ne peut pas les faire parce qu'il faut autre chose. Il faut beaucoup plus de choses. Il faut être beaucoup plus fort. Il faut avoir les reins beaucoup plus solides. Voilà, donc la meilleure manière, c'est de faire un projet ou de commencer avec un projet à sa taille. Et puis, mais le meilleur reste, c'est aller là où les gens ne sont pas. Mais attention. Alors, c'est quoi une bonne idée, c'est quoi une mauvaise idée? Alors, si on devait disons, rendre ou bien réfléchir en binaire, c'est-à-dire en 0 et 1, il y a les bonnes idées et les mauvaises idées. Les bonnes idées, tous les grands hommes d'affaires l'ont prise. Hein. C'est pas la peine pour rien. Maintenant, il y a les mauvaises idées. C'est quoi une mauvaise idée? Une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Et puis, entre les deux, il y a les mauvaises idées, il y a les bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. Là, personne ne s'y intéresse. Les bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. Alors, comment on sait qu'une bonne idée a l'air mauvaise? C'est toute une réflexion. C'est là où il trouve la première question qu'a posée la dame, un business plan. Un business plan, juste à côté du business plan, ou là, avant le business plan, il y a un business model. Le business model va me permettre de savoir qu'est-ce que je peux tirer de cette idée-là. J'ai une idée, personne ne l'a prise. Alors, soit elle est mauvaise, soit les gens ne sont pas rendus compte qu'elle est bonne. Je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise, je ne sais pas si c'est américaine, ils ont fait le premier robot de hamburger. Ça s'appelle, je crois, Momentum Machine. C'est une entreprise qui n'existe plus parce que les fondateurs, c'est dommage. Hein. Ça aurait pu donner beaucoup de bonnes choses. Donc, c'est le premier Momentum Machine a dit, c'est la première machine en intelligence artificielle. Elle fait des hamburgers. Le temps de cuisson, le degré de cuisson, il est identique. La coupe de la tomate, ou là du fromage, ou là du slice, ou là, ils sont identiques. C'est ça. Mais par exemple, un burger chinois, un burger. Tout est bien choisi parce que c'est une machine qui découpe et c'est la même. Et donc, ils l'ont fait participer dans plein de concours et c'est toujours la machine qui a gagné face à des vrais professionnels dans le domaine du hamburger. Et donc, quand elle fait 4 mètres carrés. Elle fait 4 mètres carrés. On peut prendre l'idée et se dire, voilà, ah tiens, c'est une machine, je peux la mettre dans la rue, les gens viennent commander, l'idée, j'aurais même pas besoin de recruter des gens. Peut-être il y aura une personne qui va nettoyer les alentours. Peut-être que non. Mais il y a une idée derrière qui est beaucoup plus complexe. Quand on prend un restaurant, qu'est-ce qui fait perdre de l'argent dans un restaurant? Je sais pas, il n'y a personne qui est avec moi? Si, on est avec vous, monsieur. Ah, voilà. Si quelqu'un a la réponse, qui me la donne. Qu'est-ce qui fait perdre de l'argent dans un restaurant? La mauvaise gestion et l'hygiène. L'hygiène aussi. Non. L'hygiène, dans le terme, la chia qui dit la caisse, qu'est-ce qui vous avait fait gagner de l'argent? C'est la salle qui vous avait fait.
C'est la salle qui vous a fait gagner de l'argent. La salle, c'est 3/5 d'un restaurant. Et les cuisines, l'espace cuisine, c'est là où vous faites votre popote. Elle ne produit pas de l'argent parce que c'est la table qui produit l'argent. Là où s'asseyent les gens et commencent à manger, c'est là que ça produit de l'argent. Donc plus vous avez de tables, plus vous faites du chiffre. Mais dans l'espace cuisine, il n'y a pas elle ne vous produit pas, elle ne fait que faire à manger. Et donc, les 3/5 de la salle, les 3/5 du restaurant doivent couvrir les dépenses, les 2/5 qui sont les cuisines. Quand vous ramenez la machine à 4 mètres carrés, 4 mètres carrés, que vous la placez dans un restaurant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de cuisine. Ça veut dire que les 2/5, vous n'avez besoin que de 4 mètres carrés au lieu des 2/5. Ça veut dire que les 2/5 vous allez y rajouter des tables. Vous voyez ce que vous gagnez. Vous gagnez autre chose, c'est le fait que vous pouvez aller dans des endroits où les grands hamburgers, c'est-à-dire McDonald's ou Damaïchiba, ne peuvent pas s'installer parce que les endroits sont petits. Donc, vous vous installez dans des petits endroits. Et vous voyez qu'à partir d'une simple idée innovante, vous vous arrêtez pas à l'aspect innovation, vous vous arrêtez à l'aspect économique, qui est le fait que je vais être là où les autres, la concurrence, n'y sont pas. Et tout cela, cet enchaînement de logique, vous ne pouvez le faire que si vous êtes dans une ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est quoi? C'est le fait d'être en dehors de la boîte. Thinking out of the box. Malheureusement, en Algérie, le système d'éducation n'apprend pas. Elle ne nous apprend pas. Idem pour moi, je ne l'ai pas appris. Le fait que quand on a un problème, on sort du problème, on regarde tout autour. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que les alentours à ce problème-là, il y a la solution. Alors qu'à l'école, on nous a toujours appris qu'il faut rester à l'intérieur dans le problème. On ne nous a pas dit, il y a une autre possibilité d'y aller, c'est de regarder d'un peu plus haut. Et c'est la première des choses qu'on fait à l'incubateur, parce qu'aujourd'hui, Madame l'animatrice m'a présenté tout à l'heure comme étant un chef d'études dans la promotion de la PME au ministère de l'Industrie. Je ne suis plus là-bas depuis 2019, la fin 2019. Aujourd'hui, je tiens l'incubateur de la wilaya d'Alger. J'ai en face l'école supérieure des affaires, qui a une Kia maintenance. Juste après, en allant vers Burj Kifal, vous avez un bâtiment de 4 étages, je suis là-bas. Mais bon, il n'est pas encore entré en activité. L'incubateur Hada, il n'a rien à voir avec le nouveau ministère. Le ministère de l'Industrie, depuis les années 2000, a 17 incubateurs et 26 centres de facilitation. On a toujours eu les incubateurs et les pépinières d'entreprise. On les a toujours eus. Et aujourd'hui, moi, je suis à la tête du dernier incubateur créé par le ministère de l'Industrie, qui est celui à Alger. On est présent dans pratiquement à peu près 24 à 25 wilayas. On est présent un peu partout. Donc, et on a une politique on n'a pas la prétention d'encourager la start-up. Tout à l'heure, je vous ai donné la définition de la start-up. Je vous ai dit que c'était une entreprise particulière. Point. Nous, on a pour ambition d'encourager l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, avant de créer une entreprise, il faut que la personne soit d'abord un entrepreneur. Quelle est sa marche sur eux, quelle est sa marche pas sur eux. Mais le fait qu'ils soient venus là pour se former et s'informer, ils peuvent faire des rencontres bonnes. C'est-à-dire, il vient avec une idée, il trouve que son idée ne marche pas, il fait la connaissance d'un autre porteur d'idée, il y a une affinité mabinato, l'idée t'asside, beaucoup plus, mon idée, en fait, quand elle ne va pas très loin, et soit il devient shéric, soit il devient salarié. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais le millième fonctionnaire, classé millième, le millième fonctionnaire de Facebook a gagné plus d'argent l'année que la moitié des startups qui ont levé de l'argent l'année hadik.
ni pour vous dire que certes vous êtes salarié, vous n'avez pas, il y a un problème d'ego, c'est pas vous qui dites que c'est votre idée, mais vous faites partie d'une équipe. Mais c'est aussi, ça se respecte. Quels ils sont faits pour être salariés, quels ils sont faits pour être entrepreneur. Parce que chef d'entreprise, ça a un autre sens aussi. Hein, chef d'entreprise. Alors un entrepreneur, la différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise, c'est quoi? Un chef d'entreprise gère une rente, par exemple. Rouiba, Othmani, le fils. Le fils est un très bon gestionnaire. C'est un chef d'entreprise. Mais l'entrepreneur, Farouiba, c'est leur père. C'est lui qui a créé NCA, Nouvelle Conserverie d'Algérie. Alors, un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui crée une rente. C'est ça un entrepreneur. Quand on dit je suis chef d'entreprise, ça veut dire que vous gérez une affaire, vous la gérez. Vous ne faites que la maintenir en vie. Par contre, un entrepreneur, il crée quelque chose, min al-adam, et il l'entretient pour qu'elle commence à fleurir et à donner de l'argent et des retombées. Voilà, en grosso modo. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau... On a Monsieur, on compte. Oui, donc, s'il vous plaît. je J'aimerais crois que- poser cette question. C'est est-ce que Manish. vous m'entendez? Je sais pas. Oui, moi je vous entends, oui. D'accord. Est-ce que c'est préférable concernant la nomination du statut d'une entreprise, est-ce que c'est préférable pour une SARL ou SPA ou EARL vis-à-vis le crédit bancaire? Donc voilà, c'est ma question. Alors, partez sur une simple idée. Partie de démarrage. Partez sur une simple idée. Moi, les jeunes et les moins jeunes qui viennent de l'incubateur, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, vous n'avez pas à créer d'entreprise. N'allez pas, dès que vous avez l'idée, vous allez au CNRC et vous créez votre entreprise. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que là, vous vous rendez officiel. Et quand vous créez votre registre de commerce, vous devez à la fin de l'année, d'abord pour la créer, il faut créer local. D'accord? Il faut créer local. Qui créer local, ça veut dire que l'argent, vous devez avoir l'argent. Avec le registre de commerce, ça veut dire que la fin de l'année de l'exercice, vous devez payer un impôt. Ça veut dire que, et puis vous devez encore une fois renouveler votre loyer. Soit c'est des associés. Et donc ils tracent معك الباي. Est-ce que درتوا باي؟ واحد ما على بالو. راح نجيبوا خدامين، بالك انتم كنتوا تخدموا زدتوا عساس زدتوا un livreur, vous devez le payer aussi. Et tout ça, vous devez les déclarer à la CNAS. Parce que vous devez leur payer leur taxe sociale. Tout ça, vous devez le payer. Alors, vous allez créer une entreprise, vous ne savez même pas si votre idée intéresse des gens ou pas. Elle est là, je ne crée que lorsque je suis sûr que l'idée taille, j'ai un marché. Alors, comment on fait? C'est la demande, c'est ça. Bien sûr, mais je l'essaye. Par exemple, un exemple, vous faites la permutation sur d'autres. Je fais du chocolat. D'accord? Je fais du chocolat. نديرو كيما دار الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم شكون الأول اللي دخل في الدين معاه؟ خديجة مرته. ومن بعد وليد سيدنا علي son neveu, le khadim تاعو, c'est qui? C'est l'entourage. Donc quand j'ai une idée, j'en parle à mon entourage, je leur en parle. Si c'est quelque chose qui se mange, c'est les premiers sur lesquels je vais essayer mon produit. Ils vont me donner un feedback. Et c'est un feedback maquillé. Parce que là, la juice, par exemple, avec des chocolats, تحشم تقول لك ماشي مليح حنا من بالك تقول لك الله غير وليدي يخدم ولا بنتي راكي ديري حاجه منها ça peut fausser les calculs. Donc معليش, mais on prend ça et puis on commence à l'essayer. Les gens, la famille, la mère, le frère, la sœur, نتلاقاو نهار العيد الكبير ولا نهار العيد الصغير كما تكونش كورونا ان شاء الله, نتلاقاو يقولوا فلانه ولا فلان يدير واحد الشوكولا حلوف. Et donc les gens, j'aimerais bien goûter.
انت بالك نتاعك جايب développer le produit تاعك. Et c'est comme ça que se développe une idée. N'allez pas dans في الغموقات directement ندير registre de commerce ولازم local واللوكال لازم يكون bien situé. Non, 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 non. Vous essayez votre chose. Le jour où vous allez avoir la bonne recette et les bons, le jour, vous décidez, le jour où on viendra, اسمع وقتاش ناكلوا الشيكولا تاعك هذيك توحشناها. Là, c'est un premier feedback. Il y a un second feedback qui est très intéressant. C'est celui qui se fait parce que ça se fait dans la haine. Les bonnes choses, la réussite, elle se fait dans la haine. C'est celui qui dit عيب عليك. الشيكولا تاعك تخدمها avec du cacao de deuxième choix. Les critiques, c'est les meilleurs que vous pouvez retenir. Parce que si il y a du bon chocolat, et donc il a exprimé quelque chose, il a trouvé que vous avez mis tous les ingrédients possibles, la qualité du cacao que vous avez utilisé n'est pas la bonne. Et donc c'est une indication. Donc la réussite, elle se fait pas dans l'amour, mais dans la haine. Je prends tous ceux qui me critiquent et je vois leurs critiques. Bon, bien sûr, les critiques objectives. Et je les prends en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je les prends en compte. Je les corrige. Je corrige de manière... Parce que la création d'entreprise, c'est un seul problème. Faire un bon produit et rendre heureux un client. C'est tout simple. Le jour où il vient demander mon produit, là, c'est à ce moment-là que je deviens officiel. Là, je sais que les gens, j'ai un marché, j'ai ma niche, j'ai que après, il y a les études de marché en cours de route, il y a pas mal de techniques qu'on peut faire pour savoir est-ce que les gens sont intéressés par telle idée ou par telle idée. Voilà, on part pas on part pas le banque à Daraham. Il faut comprendre une chose, on est un des rares pays, c'est pas tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, il faut bien comprendre, Yajma'a. C'est le rêve américain, c'est l'oncle Sam, c'est là où les projets les plus fous réussissent, mais seuls les projets qui ont un intérêt qui réussissent. Il faut bien comprendre les choses. Très bien comprendre les choses. C'est pas parce que vous êtes beau, là, vous êtes jeune, ou là, trade, ou là, que les gens vont mettre de l'argent dans votre idée. Non. Il faudrait qu'ils voient l'intérêt. Où il va placer son argent. S'il voit qu'il va gagner de l'argent, c'est lui qui va venir taper à votre porte. N'allez pas taper aux portes des investisseurs. Quand vous faites un bon produit, le bouche à oreille, l'information, les gens, ils disent Flan a ouï dire un bon produit. Flan, il fait une prestation, masha'Allah. Les investisseurs vont venir, ils vont vous dire, vous devriez agrandir votre truc. On peut mettre de l'argent avec vous. Et à ce moment-là, vous ne partez pas en position de faiblesse. Parce que quand vous allez chez l'investisseur, voilà, s'il vous plaît, mettez de l'argent dans je vous assure, mon idée, elle est bien. Bon, par exemple, les dors chocolat, mais lui, il est en position de force. Il va, au lieu que ce soit vous qui donniez vos conditions, c'est lui qui va vous donner les conditions. L'investisseur, il va vous imposer ses conditions. Il va vous dire, voilà, je vais mettre 25% في الكابيتال تاعك. Par contre, les dividendes, je vais prendre la moitié. نتاو les شركاء تاعك الاخرين, vous partagez la moitié. Moi, c'est ma condition. Vous voyez un petit peu comment que ça change. Oui. C'est comme ça. Il est certain que des porteurs d'idées, il y en a. Des gens qui veulent créer des entreprises, il y en a. Des gens qui ont de bonnes idées, il y en a. Mais est-ce que vous savez comment créer une entreprise? Est-ce que vous avez les bons tuyaux? Là, c'est une autre paire de manches. Même si vous ne savez pas, vous allez commettre des fautes. Ça va vous servir d'expérience, mais surtout dans la vie. Vous avez trois choses. Vous avez l'argent, vous avez le hbab et vous avez le temps. L'argent et le hbab, vous pouvez les perdre. Une perdue, 10 de retrouver. Vous pouvez toujours. Daraham Ganet, comment il s'appelle, l'ex-président des États-Unis, Trump. Trump, il a fait 3 fois faillite. Dans sa vie, il a fait 3 fois faillite. Il a pu se relever et devenir président de la République. Président des États-Unis. C'est une ligne qui est difficile à marquer sur un CV. Devenir président de la République.
Donc, vous voyez, l'expérience Tao a fait et la connaissance. C'est une personne qui entreprend. Par exemple, Bernard Tapie. Prenez Bernard Tapie. Bernard Tapie, في les années 60, il vivait encore chez sa mère. La télévision, هذاك وين بدات. في les foyers. هذاك وين تدخل لا تلفزيون في les foyers. كان قاعد مع في الدار جا واحد دقدق كيفتح لقى c'est un vendeur porte-à-porte de téléviseurs. Il lui fait oui. قال له voilà, je vends des téléviseurs, est-ce que ça vous intéresse? قال له comment que c'est quelle marque من هكذا؟ قال له est-ce que je peux l'installer؟ قال له oui bien sûr خلاه دخل كي دخل برانشا لنا شعل la télé ورالو voilà il y a 4 chaînes هذاك الوقت كان il y avait 4 chaînes. Il lui dit mais combien vous vendez ce téléviseur? Il lui a dit 5 000 francs. Alors ça va pas, non, je vais pas pouvoir payer 5 000 francs, c'est trop cher pour moi. Est-ce que ça se vend bien? قال له non, très difficilement. قال له et vous combien vous avez combien vous allez gagner chaque قال له pour chaque vente j'ai 1500 francs. Il a tiqué. Il a dit est-ce que je peux voir votre chef? قال له oui, il n'y a pas de problème. Il a rencontré le chef, il a réussi à le convaincre de lui prendre 10 téléviseurs. يجيب لهم برك يجيب له الدراهم تاعهم une semaine après. Il a pris les 10 téléviseurs. Il a été dans chaque maison. Il dit voilà, je vends des téléviseurs, combien? 5 000 francs. Ah, c'est trop cher. Non, non. Écoutez, je vais vous le placer. Regardez, tenez, vous, il y a 4 chaînes maintenant. Voilà l'antenne, il y a 4 chaînes maintenant. Il dit non, 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 vous reprenez votre téléviseur, j'en ai pas besoin, j'ai pas de quoi payer ça. Il fait écoutez, maintenant, pour le reprendre, dans une semaine, je vais revenir, je vais le reprendre. Il dit ok, donc il part. Une semaine après, il revient. Il a un télévision. Qui dit voilà, je suis venu pour reprendre le téléviseur. Non, 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 laissez. Non, non, c'est combien que vous m'avez dit? Il sort son chèque, il écrit 5 000 francs. Pourquoi? Parce que la maman s'est habituée à la télé, les enfants sont habitués, lui-même s'est habitué à la télé. Et donc, ce qui était très cher, ou là, à leurs yeux, le vide que va laisser le téléviseur était beaucoup plus cher que ça. Et ça, personne ne vous apprend de l'astuce. Bernard Tapie n'a pas été à l'université pour qu'on lui dise voilà comment vous vendez. C'est un truc que lui a vu et que d'autres n'ont pas vu. Et il a racheté la maison qu'il faisait une télévision. Il l'a racheté, il en a fait une success story. Et c'est comme ça que Bernard Tapie est devenu un homme d'affaires. C'est pas un entrepreneur, hein, c'est un homme d'affaires. C'est une autre définition. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou là. Ne pensez pas aux finances. Mettez les finances de côté. Essayez de créer votre service ou votre produit avec vos moyens du bord. C'est ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product. Ça veut dire quoi, Minimum Viable Product? Ça veut dire que Elon Musk, quand il a créé Tesla, il ne s'y connaissait pas en automobile. Il n'y connaissait rien du tout dans la mécanique. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, pourquoi il a voulu créer un véhicule électrique? Parce qu'il est très peiné par le climat. Quand on lui parle de climat, il lui arrive de pleurer. Il a déjà pleuré en pleine télé. Allez, dire le climat. C'est des choses qui arrivent. Il est peiné pour ça. Et donc, il prend à cœur l'environnement. Il s'est dit, si je dois contribuer à l'environnement, je ne dois pas rouler dans un véhicule qui marche à l'essence ou au gasoil. Je dois rouler dans un véhicule électrique. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? La première voiture, il l'a achetée, il l'a démontée pièce par pièce. Il l'a achetée, il l'a démontée pièce par pièce. Il a découvert ce que c'était qu'un moteur et quelles sont les différentes composantes du véhicule. Maintenant, donc, on parle de véhicule. Au fur et à mesure, vous prenez votre idée, vous allez l'incubateur, vous en discutez et au fur et à mesure, bon, Corona oblige, je ne sais pas, peut-être le club, moi je fais une proposition. Si le club veut, par le biais de la visioconférence, c'est comme quand il corona. Il n'y a aucun problème pour moi pour que on fasse des séances, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. C'est comme vous voulez, vous. Oui, on va parler d'entrepreneuriat. Oui, il peut. J'ai un groupe sur Facebook, il s'appelle Zemmala, Z-E-M-A-L-A-H, Community, C-O-2-M-I-N-I-T-Y, Zemmala Community. Vous pouvez poser votre question, je ne sais pas,
Euh, euh, Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, Ah, monsieur, on d'accord. vous écoute. Voilà. Donc, je vous laisse me faire une proposition. Il n'y a aucun problème pour qu'on discute au fur et à mesure. J'ai tel projet, comment on peut faire, comment je peux faire, par quoi je dois commencer, euh, quelles données je dois avoir, comment y accéder. euh, est-ce que je dois apprendre, par exemple, si ça doit faire appel à du langage codé, est-ce que je dois apprendre quel langage prendre, à qui m'adresser, où faut-il aller, combien de temps ça va me poser, ça va me demander. Toutes ces questions-là, on pourrait les traiter beaucoup plus à l'aise et il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je lance l'appel, encore une fois, au club de pouvoir s'organiser si vous voulez. Maintenant, parce que c'est chaque idée qui peut avoir sa particularité. Je suis dans le même dénominateur. Évitez, mettez les finances à la dernière étape. C'est quoi l'avant-dernière étape? C'est j'ai un produit, j'ai un service qui n'est pas fini, mais qui marche. Et je vais chercher, je vais sortir, je vais chercher qui c'est que ça peut intéresser. Voilà, donc c'est un petit peu ça la démarche. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai une idée, qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je dois commencer? Je fais mon produit. Je ne le termine pas. Attention, il y a l'idée qui marche, il y a l'idée aslan matmchish. Il faut faire la distinction entre obstination et détermination. La détermination, c'est se dire je ne dormirai pas jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que je fasse quelque chose qu'attend le marché. L'obstination, c'est je ne dormirai pas jusqu'à ce que ça marche. Parce qu'en réalité, peut-être que l'idée ne marche pas. À chaque fois, tu t'obstines à te dire ça marche. Il faut faire une distinction. Il faut toujours suivre ce qu'attend par rapport dans le domaine où vous êtes, dans le domaine où vous voulez vous lancer, pas spécialement dans le génie civil. Moi, je suis agronome. J'ai créé une entreprise dans l'aménagement de jardins et parcs. J'ai créé une entreprise dans le domaine du numérique. J'ai créé une entreprise dans le domaine du consulting, consulting investissement. Et j'ai créé une entreprise dans le domaine de la décoration. Donc, c'est vrai que la formation de base, comme son nom l'indique, c'est une base. Après, je fais ce qui me plaît. Une fois que vous avez votre diplôme, allez vers ce qui vous attire. Ne vous dites pas, puisque je suis dans le génie, par exemple, puisque je suis dans le génie civil, eh bien, je dois faire. Il y a une entreprise dans le génie civil, il y a une entreprise il y a travailler dans une entreprise dans le génie civil. Vous êtes libre aussi. Si vous aimez le génie civil, allez-y. Faites ce que vous voulez. Ne faites pas ce qu'on veut que vous fassiez. Donc, Merci, monsieur. quels conseils vous pouvez donner pour les futurs entrepreneurs avant de clôturer cette conférence, monsieur? Faites ce que vous voulez. Faites une réunion, un brainstorming avec vous-même et allez là où vous voulez aller. Vous voulez gagner de l'argent? Faites ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Vous voulez travailler dans de bonnes conditions, vous vous sentez heureux, épanoui, faites-le. Vous voulez suivre une carrière, mais je vais, ministère du Travail public, ministère de l'Habitat, je fais une carrière, mais il y a des gens qui se sentent très bien et ils vivent très bien leur vie. C'est des choix, c'est des choix. Ne faites pas quelque chose malgré vous. C'est mon conseil. À partir de là, normalement, toutes les portes peuvent s'ouvrir avec vous, à vous. Pourquoi? Parce que vous cherchez à faire ce que vous voulez. Elle est là. Vous allez avoir de l'ambition. Moi, quand je me rappelle, j'avais fait une formation dans une université à Blida, les étudiants étaient amorphes. Quand je leur posais la question, j'ai dit, qu'est-ce que l'ambition? C'est quoi l'ambition? C'est quoi avoir de l'ambition? Il y en avait qui savaient ce que je voulais dire. Mais quand je leur ai dit, quelle est votre ambition, ils ne savaient pas trop. Je suis resté, mais je suis choqué. C'est une question à laquelle ils ne sont jamais posé la question parce que
Qu'est-ce que je veux faire? Voilà, donc je ne sais pas si on a un petit peu fait le tour. Est-ce que les gens ont apprécié parce que je trouve que j'ai trop Ils parlé. ont sûrement apprécié votre J'espère que je n'ai conférence, pas été monsieur. saoulant. Donc, Inch'Allah. Barkana, si vous faites partie du club, oui, je suis ouvert à toutes les propositions, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, monsieur. On vous tient au courant. On garde Voilà. toujours le contact avec vous. Qu'est-ce que je et voulais on dire? vous tient au courant. Enfin, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Et monsieur. marhaba bikoum. Vous nous avez Pas de honoré de problème. votre présence ainsi que tous les participants ici Bla présents. Djemil. Merci, Bla monsieur. Djemil, j'ai deux casquettes, je suis agronome, je suis entrepreneur et ce sont deux choses que j'adore faire. Donc, quand je le fais, j'en parle, c'est par amour d'abord et parce que j'éprouve du plaisir à en parler. Ça fait très plaisir. Ça nous fait plaisir. Allah yastarkom. Marhaba bikoum. Donc, nous vous remercions, monsieur, de l'intérêt que vous nous avez porté et nous espérons vous retrouver une prochaine fois pour d'autres webinaires, Inch'Allah.